Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet difficile, mais vraiment essentiel. On va explorer le lien possible entre une certaine, disons, immaturité affective chez des prêtres et les agressions sexuelles sur mineurs dans l'Église. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce qui joue. On va s'appuyer pour ça sur plusieurs sources, notamment une réflexion du collectif Voix libérée et bien sûr, le rapport Sauvé de la SIAZ. Oui, bonjour. L'objectif, c'est d'essayer de saisir cette complexité. On va regarder ce que disent des gens comme Antoine Vergote, Mary Keenan, mais aussi les chiffres terribles du rapport Sauvé ou du John Jay Report aux États-Unis. Et puis, il y a les analyses de sociologues comme Céline Béraud et Mathieu Poupard. On va essayer de démêler un peu tout ça, sans simplifier à outrance, évidemment. D'accord. Alors, commençons par cette notion centrale, l'immaturité affective. Le collectif Voix libérée en parle comme d'une clé de lecture. Mais ils insistent bien, et c'est important, ce n'est pas du tout une excuse. Concrètement, ça veut dire quoi, cette immaturité? Mais c'est l'idée d'un décalage, une difficulté à gérer ses émotions, ses relations de façon adulte, équilibrée. Le psychologue Antoine Vergote, qui est cité, alertait déjà là-dessus. Il parlait d'un risque un peu paradoxal que la formation au séminaire, parfois très coupée du monde extérieur, puisse en quelque sorte Figé. figer. Oui, figé. Et il disait bien qu'on n'a pas d'instrument simple pour mesurer ça, la maturité affective. C'est compliqué. C'est assez troublant, hein, cette idée qu'un système de formation puisse, même involontairement, créer ce genre de fragilité. Et la criminologue Mary Keenan, elle, qu'est-ce qu'elle apporte comme regard? Alors Keenan, elle suggère que les abus, ce n'est pas toujours juste une pulsion sexuelle isolée. Ça peut s'inscrire dans un contexte relationnel, clérical, très particulier. C'est souvent un milieu exclusivement masculin, très hiérarchisé, parfois assez isolé socialement. Et elle pense que le discours traditionnel de l'Église sur la sexualité, sur le célibat aussi, a pu jouer un rôle pour maintenir, chez certains, cette forme d'immaturité affective et sexuelle. D'accord, pour saisir l'ampleur du drame, il faut regarder les chiffres. Ceux du rapport Sauvé de 2021 ils sont incontournables. Et franchement, c'est accablant. Oui, c'est le mot. La CIAS parle d'un phénomène massif et systémique. Massif, on parle de centaines de milliers de victimes en France depuis 1950, environ 216 000 par des prêtres ou religieux, et même plus de 330 000 si on compte les laïcs en mission d'église. C'est énorme. Le rapport estime que 2,5 à presque 3% des prêtres français seraient impliqués. 2,5 à presque 3%. Voilà. Et les données américaines, celles du John Jay Report, elles montrent un profil assez net des victimes. 81% de garçons et souvent des adolescents. Plus de la moitié avaient entre 11 et 14 ans. Ça donne le vertige, ces chiffres. Mais alors, comment est-ce que la culture cléricale elle-même, au-delà des personnes, a pu, disons, faciliter ça? Le rapport Sauvé, il est assez nuancé sur le célibat, il me semble. Oui, tout à fait. La SIAS ne dit pas le célibat est la cause directe, ce n'est pas ça. Mais elle note qu'il a pu contribuer à ce qu'elle appelle une euphémisation. Euphémisation. Oui, des questions d'identité sexuelle, de vie affective. En gros, on avait tendance à minimiser ces sujets, à ne pas en parler franchement, à les mettre un peu sous le tapis, quoi. Et c'est là, j'imagine, que les analyses de Céline Béraud et Mathieu Poupard deviennent intéressantes? Exactement. Eux, ils pointent le manque de dialogue entre les clercs et les laïcs, et en particulier avec les femmes. Cette forte homogénéité du clergé, ce qu'ils appellent un clergé homogène, ça a pu, selon eux, renforcer une culture du secret, et ça rend plus difficile de repérer les signaux d'alerte, les comportements à risque. C'est un entre-soi qui finit par protéger l'institution plus que les personnes vulnérables. Oui, c'est crucial de nous rappeler. L'immaturité, même si elle est réelle, ça n'excuse en rien le crime. On ne parle pas de maladresse affective, hein. Mais cette notion aide à comprendre comment un système, une institution, a pu faillir. Et la CIAS documente très très bien cette responsabilité institutionnelle. Ah oui, absolument. Le rapport pointe un manque flagrant de discernement psychologique à l'entrée au séminaire, du moins par le passé. Il parle des transferts de prêtres mis en cause parfois pour étouffer l'affaire. Il parle du silence face aux alertes qui remontaient, d'une priorité souvent donnée à la réputation de l'Église plutôt qu'à la protection des enfants. C'est très clair dans le rapport. Et puis, l'absence pendant longtemps de formation sérieuse, systématique sur l'affectivité, sur la sexualité, c'est aussi une défaillance majeure qui a souligné. Ce qui rend les propositions de réforme, comme celle du collectif Voix libérée, d'autant plus importantes. Elles semblent découler logiquement de ce constat, non?
Oui, elle vise précisément ces points faibles. Une formation obligatoire à la maturité affective, mais faite par des professionnels indépendants de l'Église, une évaluation psychologique sérieuse, et pas juste à l'entrée, mais continue. Il y a aussi la nécessité de briser le silence sur la sexualité, créer des espaces de parole, mais encadrés bien sûr, et puis évidemment le signalement systématique aux autorités judiciaires et un suivi thérapeutique pour les abuseurs. Et ne pas oublier l'écoute prioritaire des victimes. C'est fondamental. Leurs témoignages sont essentiels parce qu'ils montrent bien les mécanismes d'emprise, qui peuvent justement s'appuyer sur ces failles, cette immaturité affective. C'est ça. Pour résumer, ce que toutes ces sources mettent en lumière, c'est une interaction vraiment terrible entre, d'un côté, des fragilités individuelles possibles, comme cette immaturité, de l'autre, une culture cléricale très spécifique, avec son isolement, son silence sur la sexualité, et enfin, des défaillances institutionnelles profondes, systémiques, qui sont maintenant très bien documentées, notamment par la SIAS. Tout ça nous amène à une dernière question, peut-être pour réfléchir après. Au-delà des réformes nécessaires, des formations, des structures, quelle transformation culturelle peut-être plus profonde serait nécessaire au sein de l'institution pour vraiment espérer prévenir ces dérives à l'avenir? C'est une question ouverte, bien sûr. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.